donc j'essaye de mettre en place des sortes de garde-fous pour justement que les personnes qui viennent à mes confs et tout ça, à la fin se posent des questions, plutôt que ne se disent on a compris comment fonctionnent les biais cognitifs. C'est pour ça aussi que j'ai dit il y a quelques minutes que j'ai autant de biais que les autres, parce que ce serait ma peur bleue de se dire on va devenir des experts en biais cognitifs et du coup ne plus en avoir. C'est pas possible. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, professeur, auteur, conférencier, cofondateur de Chiasma, expert, citoyen franco-libanais, mais également dubitatif professionnel. Bonjour Albert et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invite. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Habituellement, mes invités sont les heureux détenteurs d'une ou plusieurs des étiquettes suivantes: surdoué, autiste, hypersensible, hyperactif, etc. Et sur cette chaîne, nous tentons humblement de nous appuyer sur ces étiquettes pour mieux les connaître d'une part, et pour tenter de les dépasser d'autre part. Dans mon jargon, je parle des 3 étapes. Elles n'ont rien de scientifique, pour autant je les ai moi-même expérimentées et elles sont pour moi un point de départ, un prétexte à l'exploration joyeuse qui s'ensuit. Je vais résumer brièvement ces 3 étapes, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie, et surtout quels biais cognitifs pourraient y être associés. Donc ce que j'ai baptisé l'étape 1, c'est celle où j'ai ressenti un décalage, une inadéquation avec mon statut d'humain. Je me suis senti potentiellement fou, puisque soit c'était le monde qui était fou, soit c'était moi. Je me suis senti extrêmement seul avec mon ressenti et ma façon de voir le monde, et je me suis senti, en fait, pour résumer, extraterrestre. L'étape 2, c'est celle où une étiquette justement est venue éclairer ce décalage que j'ai senti pendant des années, de manière plus ou moins scientifique, plus ou moins rationnelle, mais qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas seul, que je n'étais pas fou et que j'étais bien un peu extraterrestre à l'endroit où je faisais partie de la communauté en question. Et l'étape 3, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ma question est la suivante: est-ce qu'il ne s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre? Voilà, cette longue introduction est terminée. Au début de chaque entretien, je pose une première question. Je ne sais pas si elle sera à propos aujourd'hui, mais j'ai envie de te la poser quand même pour débuter cet entretien. Albert, est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Non. Voilà une réponse concise. Il me semblait que ça avait comme possibilité de taper à côté. Du coup, Non, je mais pense c'est que... quand j'étais petit, oui, bien sûr, on s'est tous imaginé à un moment ou à un autre venant d'une autre planète, ou c'est de se dire que, je sais pas, on faisait la blague que des extraterrestres nous ont oubliés, à un moment ils vont venir nous chercher. Mais récemment, genre, mon âge adulte, pas particulièrement. Ok, c'était plus un jeu d'enfant en fait. C'était... C'est plus un rêve d'ailleurs, comme tout le monde pourrait avoir. Ok. Se dire, en fait, tu appartiens pas à cette planète, je sais pas, comme Actarus dans Goldorak, quoi. Ok, très bien. Mais c'est pas Euh, extraterrestre comme Actarus dans Goldorak, pas que extraterrestre comme... ouais. Oui, après, dans ce que j'évoque, c'est plutôt une difficulté à se sentir appartenir à l'ensemble, en fait. Oui. De se sentir avec le même corps que les autres, mais pas spécialement la même façon de voir ça, de ressentir tout ça et de se positionner, d'avoir de la difficulté à se positionner pendant très longtemps. Oui, à Et l'adolescence. ouais, Oui, ok. ça, je pense que c'est une sorte de propre de l'adolescence. J'aime bien dire, on est unique comme tout le monde. Ouais, C'est une j'aime formule bien que aussi j'aime cette bien. affirmation. Voilà. Hmm. Ok. Albert, tu travailles beaucoup à démocratiser notre connaissance concernant les biais cognitifs. Et c'est ce que tu fais notamment dans ton livre intitulé Votre cerveau vous joue des tours chez Alary Éditions. Mhm. Et dans ce que je t'ai entendu dire, tu es passionné par de nombreuses questions, dont celle-ci: pourquoi on ne pense pas tous la même chose? Comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce travail-là, pour résumer un petit peu ce que tu fais? Alors, effectivement, donc j'ai plusieurs boulots, mais je pense que c'est cernable autour d'une question qui est comment est-ce que je sais ce que je sais? Que ce soit d'un point de vue formel, comme quand je fais de la recherche,
On essaye d'utiliser une méthode, la méthode qu'on appelle la méthode scientifique, alors qu'il y a plusieurs méthodes scientifiques, mais on ne va pas rentrer dans un peu la nature de la connaissance et la philosophie de la science et tout ça. Disons, là, les recherches formelles dans un laboratoire avec des groupes contrôle, des groupes expérimentaux, etc. Je suis aussi clinicien. Mes patients et les personnes qui viennent me voir, en tout cas, c'est comment est-ce que je sais ce que je sais d'un point de vue très subjectif, et j'utilise des mots savants, phénoménologiques, mon expérience de vie, par exemple, quand tu dis tu te sentais extraterrestre, c'est un sentiment subjectif que toi tu as. Et du coup, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur ce point? Je suis prof à la fac avec mes étudiants. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie? Est-ce qu'on est en train de faire un bon boulot? Est-ce qu'on est en train de faire un mauvais boulot? Est-ce que je donne plusieurs cours? Donc, selon les cours, je peux donner les cours de psychométrie. Comment est-ce qu'on mesure la psychologie humaine? Tu as dit au début qu'il y a plusieurs étiquettes, les personnes qui sont dites surdouées, etc. Comment est-ce qu'on mesure? Je donne des cours d'entretien clinique. Comment est-ce qu'on essaye d'acquérir la connaissance d'une personne qui vient nous parler d'elle pour qu'on puisse l'aider à aller quelque part? Et je travaille avec le grand public, je fais des conférences au MK2 par exemple à Paris, ou dans des entreprises, ou les événements Chiasma, etc. Sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance en tant que citoyen. Parce que effectivement, il y a un constat. Pourquoi est-ce qu'on pense pas tous la même chose alors qu'on est supposé partir d'une réalité commune, stable, objective pour tout le monde? Par exemple, là, plusieurs personnes, je sais pas combien de personnes, peut-être, j'espère des milliards de personnes vont regarder cette vidéo, et elles vont entendre les mêmes mots, elles vont voir les mêmes images, elles vont pas penser la même chose. Et moi, je questionne pourquoi. Évidemment, il y a des raisons de culture, d'éducation, de vécu, mais il y a aussi des choses qui ont rapport avec comment notre cerveau interprète, comprend. Communiquer, c'est un peu prendre des représentations de mon cerveau au cerveau d'une autre personne, sortir de mon cerveau dans ton cerveau, par exemple. Et il y a plein de niveaux où le message peut se perdre, s'interpréter, être transformé. Oui, ça m'intéresse. Tu es scientifique, ce qui n'est pas mon cas. Et de ma petite lucarne, et je pense malheureusement je ne fais pas exception à cette règle-là, j'ai l'impression que la science est bien souvent utilisée pour renforcer nos certitudes, plutôt que pour les faire vaciller. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu peux nous parler du principe de cherry picking, s'il te plaît? C'est deux questions qui sont très divergentes, le cherry picking et... Ah, bah alors je t'en prie. Le cherry picking, c'est quand on va choisir les données qui nous arrangent pour Mhm. prouver qu'on a raison quelque part. Alors que la science, déjà, il faut définir c'est quoi la science pour pouvoir en parler. Parce que moi, au contraire, je pense que la science, c'est peut-être l'outil qui a semé le plus de doutes quasiment de l'histoire de l'humanité. Et je peux expliquer pourquoi. Mais déjà, la science, c'est quoi? Pour faire très très simple, la science, c'est essayer de comprendre comment fonctionne le monde naturel. Le monde naturel étant le monde qui nous entoure. Et on fait partie de ce monde naturel. Comment fonctionnent nous, comment fonctionnent les plantes, les astres, la terre, l'air, les forces fondamentales, les liens entre ces choses. Mais on développe des modèles théoriques qui proposent des hypothèses sur comment tout ça fonctionne. Et pourquoi je dis que la science, c'est beaucoup plus une aventure qui crée du doute plutôt que de la certitude? Parce qu'il y a plusieurs manières d'acquérir de la connaissance au fil de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas juste la science. Par exemple, les intuitions. Les gens qui ont eu des intuitions de choses. Il y a parfois, comme tu disais, pour toi, tu as eu une intuition qui a 3 étapes, etc., de ton développement personnel, etc. Et quand on compare ces différentes méthodes d'acquisition de la connaissance, la méthode dite scientifique, en fait, je vais dire la méthode scientifique dorénavant, mais que c'est juste une sorte d'encadré pour tout le monde. Ça n'existe pas vraiment la méthode scientifique. Il y a plusieurs manières de faire de la science, mais pour simplifier le propos, on va dire la méthode scientifique à partir de ce moment. La méthode scientifique est celle qui souvent change le plus d'idées. Par exemple, je sais pas, on prend un exemple sur les énergies, le fonctionnement du corps humain. Euh, Par exemple, la dernière fois, il y a quelques temps, j'étais sur une table ronde avec une personne qui pratique des soins énergétiques, du yoga, des chakras, etc. Et du coup, elle m'expliquait que la science, un peu comme ce que tu disais, qu'on serait un peu borné, qu'on serait un peu un monde de certitude. Et donc, moi, je m'intéresse à comment on acquiert de la connaissance. Donc, je suis posé un scénario que je vais te présenter. Par exemple, les chakras, c'est un modèle théorique. C'est comment est-ce que fonctionnent les énergies du corps, et il y a un modèle théorique qui dit qu'on aurait 7 chakras, genre la couronne, je sais pas en français comment ça s'appelle, mais en anglais je connais, genre la couronne, le front, le troisième œil, la gorge, le plexus solaire, etc. Il y en a 7 ou 8, je me souviens. Et ce modèle théorique a été développé dans un livre qui s'appelle les Upanishads, autour de moins 1000, moins 2000. Donc il y a à peu près 3000, 3500 ans. Et ce modèle théorique, en à peu près 3000 à 3500 ans, n'a jamais changé.
Il a toujours été le même. Il y a personne qui est venu et qui a dit en fait ça n'existe pas, ou il faut qu'on enlève une chakra, ou qu'on rajoute deux chakras, ou qu'on s'est trompé de lieu, etc. Alors que si on prend le même exemple sur comment fonctionne le corps, mais par exemple en utilisant la méthode scientifique, par exemple pour la médecine, on va remarquer que en moins 500 ou je sais pas quand, je me trompe un peu sur les dates, mais c'est approximatif. On avait les humeurs, on pensait que le corps était fait de 4 humeurs qui, quand elles se déréglaient, on tombait malade. Puis on s'est dit non, en fait c'est pas comme ça. Il y a peut-être des mauvais esprits. Et puis on a changé. Et puis on a dit en fait il y a des maladies qui peuvent rentrer en nous. Puis on a découvert les virus. Puis on a découvert la génétique. Puis on a découvert l'épigénétique. On s'est dit non mais on s'est trompé. L'histoire de la médecine est semée de fausses routes et de tromperies. Puis on a dit il fallait faire des saignées. Puis on a remarqué que les saignées c'était des facteurs confondants et que ça faisait rien. Puis on a des médicaments qui ont marché puis qui n'ont pas marché. Et en fait c'est genre on avance puis on recule puis on se trompe puis on machin. Et le modèle théorique est éclaté. Il part dans tous les sens. Et jusqu'à maintenant parfois en tout cas pour la médecine, pour d'autres sciences c'est différent. On découvre encore de nouvelles choses. Et donc, d'un côté, on a un système, un modèle théorique qui a quasiment jamais changé en 3000 ans, et un système théorique qui part vraiment dans tous les sens, qui change d'avis parfois chaque décennie, quoi. Et bizarrement, dans la perception publique, les scientifiques sont les gens bornés qui changent pas d'avis, et par exemple, les personnes qui sont dans les auras et les chakras et les énergies, eux sont ouvertes d'esprit. Alors que c'est elles qui ont jamais quasiment changé d'avis en 3000 ans. Donc, je pense qu'au contraire, la science est... Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stanislas Lem, qui écrit des livres de science-fiction, et il y a un livre qui s'appelle en anglais His Master's Voice, où il y a la science qui est comme un sorte de personnage, et elle dit je suis une destructrice de vérité. Genre, j'ai détruit beaucoup plus de vérité que j'en ai apporté. Et on le voit, que ce soit avec l'astronomie, pendant longtemps, on disait intuitivement la Terre est au centre de l'univers, et en fait non, elle l'est pas, et puis le Soleil tourne autour de la Terre, et en fait non, elle l'est pas. Et au contraire, la science, c'est quelque chose qui a cassé petit à petit le mythe de l'humain tout puissant au centre de la création divine. Donc voilà, le cherry picking, c'est complètement autre chose. C'est quand dans un set de données, je vais aller chercher les données qui m'arrangent, tout simplement. Bah, merci pour tout ça. Après, je voudrais quand même préciser mon propos. Au départ, cette question que je posais, elle était plutôt dans la face visible de l'iceberg scientifique de la part de gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire que la pratique scientifique en elle-même a toutes les nuances que tu lui portes. Ça, j'en doute pas. Je doute pas qu'il y ait des gens qui préfèrent douter que d'être sûrs. Et juste simplement, c'est nous, en tant que spectateurs, entre guillemets, on a tendance à utiliser les études, à utiliser les éléments, et donc justement à faire du cherry picking, et puis c'est tout. Et donc c'est pour ça que... mais je te remercie d'avoir répondu à ça C'est aussi. intéressant que tu mentionnes ça, parce que ça, par exemple, c'est une vision assez récente. Et pour moi, la connaissance, il y a un proverbe en libanais, je le traduis, qui dit genre la connaissance est tout le temps la fille de son époque. C'est-à-dire cette vision du scientifique, froid, technique, méthodique et certain, est très très récente. Et je pense qu'on peut la lier à certains modèles politiques presque et idéologiques des dernières 30, 40 années. Mais par exemple, quand moi j'ai grandi, l'image du scientifique, c'était un peu le scientifique fou à la Frankenstein. Genre l'image la plus connue d'Einstein, c'est Einstein qui tire la langue, d'une sorte d'émerveillement et de folie. Genre quand Franklin veut comprendre c'est quoi la foudre, qu'il envoie un cerf-volant dans le ciel avec un fil électrique et une clé pour essayer de choper la foudre dans une bouteille. On est très très loin de la vision du public, du scientifique aujourd'hui qu'on attribue à genre des conflits d'intérêts, de l'argent, de trucs hyper méthodiques, des études avec P inférieur à 0,05, des seuils de significativité, des trucs hyper... Alors que la science, pour moi, c'est une fascination et une obsession par la beauté du monde naturel. On est tellement fasciné par le truc que ça nous bouffe de l'intérieur et qu'on veut l'explorer, que ça devienne l'œuvre d'une vie. Et du coup, ça m'intéresse et j'ai écrit quelques articles. Je publie une chronique dans un journal et un de mes récents articles, c'était cette transformation dans la perception publique du scientifique, qui est supposé être un peu le scientifique, un peu à la Docteur Folamour de Kubrick ou des choses comme ça, au scientifique quasiment genre l'employé de Pfizer. Je disais que c'est dommage, pour moi un scientifique c'est un peu comme un poète, et les deux essayent de capturer l'essence de la beauté du monde naturel. En fait, là, tu nous parles de récit collectif, en gros, si je comprends bien, par rapport aux scientifiques. On a déjà abordé un peu ce sujet-là avec un invité précédent qui est Carlos Tinoco et qui
traite à la fois du sujet de la douance et des récits collectifs et des récits singuliers. Et il y a quelque chose dans ton travail qui a attiré mon attention, c'est justement le récit singulier qu'on se raconte. Tu as appelé le cerveau notre conteur d'histoire, si je ne trahis pas ta pensée. Est-ce que c'est de cette nécessité de rendre notre récit cohérent que naissent les biais cognitifs? Non. On a des conteurs d'histoire, on a besoin de narrativité. Je recommande un livre de Lionel Nakache qui s'appelle Le cinéma intérieur, qui explique très bien cette narration de. En fait, quand on se souvient de notre vie, c'est comme un film. Genre un film, il y a le personnage principal qui monte dans une voiture, puis il y a un cut, puis on le voit arriver quelque part. Et si vous essayez de vous souvenir de votre journée d'hier, c'est un peu des cuts. Genre je me suis réveillé, je suis allé au taf, puis je suis rentré chez moi, mais je me souviens pas de mon trajet dans le métro. C'est comme si c'est coupé. Donc la narrativité est un outil très important pour créer de la cohérence, parce qu'on n'a pas accès à tout. On se souvient pas de tout, notre mémoire n'est pas parfaite. Genre là, je pense que ça fait 20 minutes qu'on se parle et on serait incapable, aussi bien toi que moi, de répéter exactement ce qu'on a dit. Donc, ce souvenir, et donc, ce compteur d'histoire permet une sorte de cohérence. Et après, ça permet une cohérence intra-individuelle. Il y a un chercheur qui s'appelle Stan Klein qui travaille sur le self et qui explique que cette narrativité est nécessaire pour conserver une cohérence depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, que j'ai toujours existé alors que j'ai pas de souvenir de tout ça. Alors que les biais cognitifs, c'est autre chose. Les biais cognitifs sont une sorte ça dépend dans quel cadre théorique, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur c'est quoi la nature des biais cognitifs, mais si on prend le cas théorique cognitiviste de l'école de Daniel Kahneman, celle dont la majorité des gens utilisent quand ils parlent de biais cognitifs, c'est une sorte de prix à payer pour le coût de notre fonctionnement par approximation. On n'a pas le temps ni les ressources nécessaires pour fonctionner de manière précise, donc on fonctionne par approximation. Mais parfois, ces approximations ne sont pas top et se trompent. Et ces fois où on se trompe sont prévisibles. Et du coup, on appelle ça des biais cognitifs. Évidemment, dans le compteur d'histoire, les biais cognitifs peuvent se trouver dedans, mais c'est pas le compteur d'histoire qui est la cause et la source de nos biais cognitifs. C'est très clair. Ça contredit un petit peu les idées que j'avais, j'aime bien. Et je me dis, dans quelle mesure les biais cognitifs aussi sont peut-être liés au fait qu'on soit en permanence juge et partie de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit. Est-ce que ça te paraît pertinent comme On est tout le temps jugé explication? parti, et je pense pas que l'objectivité existe. On est tout le temps jugé parti de ce qu'on fait, que ce soit par notre éducation, par notre culture, par notre tempérament, etc. On peut tendre vers de l'objectivité, parce qu'il faut pas tomber dans le relativisme. Il y a un texte d'Isaac Asimov, un autre auteur que j'aime beaucoup, qui écrit de la science-fiction, qui s'appelle La relativité du faux. Qu'on peut se tromper, mais deux personnes qui se trompent n'ont pas nécessairement le même degré de tromperie. Par exemple, si je veux écrire le mot mouchoir, et quelqu'un écrit mouchoir M-U-C-H-O-I-R-S, donc le O, il a faux, mais il a moins faux que quelqu'un qui écrit mouchoir X-P-T-Q-R-S. Du coup, on peut tendre vers l'objectivité, mais on est tous tout le temps subjectifs. Et évidemment qu'on est juge et partie en permanence de tout. Mais pour moi, c'est pas très grave, vu que je pense pas que l'objectivité soit une qualité nécessairement très très souhaitable. Ça, c'est une autre fausse conception, je pense, que les scientifiques veulent tout le temps être objectifs. C'est pas vrai. C'est juste qu'on veut expliciter notre subjectivité. Par exemple, si je veux faire des recherches sur les biais cognitifs, encore une fois, il y a plusieurs écoles de pensée sur les biais cognitifs. Donc, je suis tout le temps subjectif quand je suis en train d'étudier les biais cognitifs. Mais quand on applique la méthode scientifique, il faut juste déclarer sa subjectivité. C'est un peu comme si un journaliste a une idéologie politique, où personne n'est vraiment neutre. C'est juste au lieu de laisser la charge au lecteur d'essayer de deviner c'est quoi l'angle d'attaque du journaliste, ou que le journaliste essaye de cacher sa subjectivité, de dire en fait bonjour, je suis journaliste de gauche et voici mon opinion sur cette situation, bonjour, je suis journaliste de droite, bonjour, je suis journaliste du centre, bonjour, je suis journaliste qui a des valeurs humanistes, ou qui a des valeurs nationalistes, ou qui a des valeurs pour qui la sécurité est très importante. Et du coup, c'est juste de faire émerger la subjectivité pour qu'on puisse la prendre en compte quand on est en train d'évaluer un travail. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus objectives. Hein. Genre, par exemple, je sais pas, le déplacement des objets dans l'espace, ça fait très longtemps qu'on l'étudie. Du coup, on dit, ok, ça a l'air d'être clean. Et du coup, c'est relativement assez stable. Il y a de la connaissance se stabilise avec le temps, à travers les milliers d'humains qui bossent dessus. Et quand quelque chose se stabilise en science, on appelle ça une théorie. Donc, la théorie de la relativité, la théorie de la gravité, la théorie de l'évolution, etc. Et sur tout le reste,
C'est important de faire émerger sa subjectivité parce que la connaissance n'est pas encore assez stabilisée. En neurosciences, elle est encore très loin d'un champ stabilisé. Donc, Est-ce que donc du coup, ce que tu me dis, c'est que étonnamment, l'objectivité n'est pas une direction vers laquelle tu veux aller en faisant tes recherches. on peut tendre, mais ça ne veut pas dire qu'on l'atteint. Si, si, bien sûr, je ne suis pas en train de dire je vais faire une recherche pour prouver que j'ai raison. Mais je fais des recherches en prenant en compte des biais inhérents à mes questionnements. La méthode scientifique est objectivante, mais le questionnement scientifique dépend du chercheur. Il faut que je m'intéresse à quelque chose pour développer un protocole de recherche. Une fois que j'ai développé mon protocole de recherche, évidemment que je vais faire le protocole de recherche le plus robuste que je peux trouver, qui peut m'extraire de l'équation autant que possible. Mais il y a le biais initial qui est j'ai décidé de m'intéresser à ça. Par exemple, je peux décider de m'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on est plus intelligent. Est-ce que c'est avoir mangé un burger ou pas avant un exercice? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des burgers dans mon environnement et que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui fait que je réussisse un examen. Et ça, c'est un parti pris. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre que moi va questionner qu'est-ce qui fait qu'on peut aller vite, indépendamment de si on a bon ou pas, et est-ce que dormir sur un oreiller en coton ou un oreiller en plume a un impact sur le truc. Et tout ça, ce questionnement, il faut qu'on prenne des décisions. À quoi est-ce qu'on s'intéresse? Et ce à quoi est-ce qu'on s'intéresse dépend du chercheur ou de la communauté de chercheurs, parce qu'on peut jamais extraire un humain de sa communauté. C'est pour ça que je disais la connaissance est fille de son époque. Euh, et ça, c'est là où je dis que la science et l'art sont des lampons. Quand on a commencé l'ère industrielle, ça a percolé au monde de l'art et il y a eu tout un nouveau genre qui s'appelle la science-fiction, qui a après fait des retours dans la science. Et c'est Asimov, qui est un auteur de science-fiction, qui a créé la base de la robotique, qui est aujourd'hui utilisée par Boston Dynamics, parce qu'il y a une perméabilité entre la connaissance et la société dans laquelle on vit. Et du coup, quand des chercheurs en robotique décident de prendre Asimov, ils sont pas vraiment dans une subjectivité. Le mec était auteur de bouquins. Moi, j'ai remarqué ça, on se demande souvent pourquoi certaines personnes commettent des atrocités, des pétages de plomb. Et pour ma part, c'est l'inverse qui m'interroge et qui me fascine. Je me demande régulièrement pourquoi on pète pas plus souvent les plombs. Je suis d'accord avec ça. Je parle pas des actes prémédités, je parle des actions soudaines, des états seconds incontrôlables. Est-ce que les biais cognitifs servent aussi de garde-fou à ces moments de sortie de route? Ils peuvent, mais ils peuvent aussi être des éléments catalyseurs. Les deux. Les biais cognitifs peuvent être, par exemple, une de très bonne raison de cohésion sociale. C'est un peu la mauvaise foi qui fait que je pense que mes potes sont meilleurs que les potes des autres, ou que ma fille est géniale, et je suis pas objectif en me disant ma fille et la fille du voisin, je vais les traiter de la même manière. Je ferais beaucoup de mal à me lier affectivement à elle. Mais aussi parfois les biais cognitifs font que de la violence peut émerger à travers des biais, par exemple, d'endogroupe où un groupe d'humains décide qu'ils ont raison, qu'ils ont tort en abandonnant toute forme de, de quoi que ce soit, en faisant justement soit du cherry picking, soit des choses comme ça. Et du coup, donc je pense que, encore une fois, les biais cognitifs, c'est une sorte de propriété. C'est comme si tu me demandes, en fait, est-ce que le fait qu'on puisse marcher fait qu'on pète des plombs? C'est une sorte de propriété de notre fonctionnement. C'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Genre, moi, ça fait 15 ans que je bosse sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais cognitifs que toi, hein, ou que n'importe Oui, quelle oui, bien personne qu'on sûr. arrête dans la rue. C'est une propriété de notre fonctionnement, donc on a des biais cognitifs. Et après, elles font plein de trucs. Parfois, ils font des trucs qui sont bien, parfois, ils font des trucs qui sont pas bien. Ça dépend du contexte, ça dépend avec qui je suis, ça dépend de mon opinion, de toutes ces choses. Tu parles également de la nécessité de penser contre son cerveau, de réfléchir comme un détective plutôt que comme un avocat. Est-ce que, Mhm. si j'ai bien compris, donc les biais poussent notre cerveau à fonctionner essentiellement comme un avocat, et est-ce qu'il s'agit plus de faire un partenariat entre le détective et l'avocat plutôt que de remplacer l'avocat par le détective? En tout cas, dans certaines situations, par exemple sur des sujets qu'on appelle socio-scientifiques ou des choses comme ça, effectivement, il vaut mieux penser contre son cerveau, c'est-à-dire essayer de voir pourquoi je pense ce que je pense, au lieu de juste confirmer comme un avocat ferait, parce qu'un avocat, il a son client, il veut réorganiser les preuves pour défendre son client, et parfois, effectivement, ça peut être une meilleure attitude épistémologique à avoir, d'essayer de se challenger, voire de faire confiance aux autres au lieu de se faire confiance à soi-même. Mais il y a d'autres situations, encore une fois, avec ma fille, je veux vraiment être un avocat et pas nécessairement un détective, avec mes potes, avec mon club de foot, avec ma série que j'aime bien, avec mes réalisateurs préférés, etc. Donc ça dépend. Sinon, ce serait trop coûteux si je veux tout le temps être un détective, être tout le temps en train de penser contre mon cerveau. S'il y a une chaîne de restaurants que j'adore et je pense qu'ils font la meilleure pizza de Paris, je vais pas me dire non, je vais penser contre mon cerveau et peut-être que la pizza à l'autre bout de la ville est meilleure. Je vais dire
ok, j'adore cette pizza et ça va me faciliter la vie, quoi. Mais sur certains sujets qui ont un trait avec la cohésion sociale, avec le fonctionnement d'une société, avec des sujets politiques, avec des sujets socio-scientifiques, effectivement, je pense qu'une meilleure attitude, on revient à cette notion d'humilité épistémique, serait plus utile de résister à ces pensées automatiques, à ces émotions automatiques, à ces intuitions automatiques, au lieu de juste les confirmer en permanence. À titre personnel et donc de façon très subjective, j'ai du mal avec l'expression il faut faire de la pédagogie, alors que j'adore apprendre. Mais quand j'entends médiatiquement cette expression, je traduis quand même ça comme le fait qu'il n'y a qu'une seule vérité, et qu'il y a donc d'un côté ceux qui ont la vérité, et les couillons qui n'ont pas encore compris. Toi qui, à mon sens, toujours fait de la pédagogie au sens noble du terme, est-ce qu'il t'est arrivé d'utiliser ce qui est devenu dernièrement, du moins il me semble, un élément de langage? Alors, si quelqu'un va aller voir toutes les vidéos que j'ai faites, peut-être qu'à un moment j'ai dit qu'on devrait faire de la pédagogie, mais effectivement, je suis pas très fan d'une approche paternaliste de la construction de la connaissance, en mode top-down, on va aller expliquer aux gens pourquoi ils sont bêtes. Mais ça veut pas dire que je pense qu'il y a aucun sujet où il y a une vérité. Il y a des choses qui sont vraies, et c'est important de ne pas, dans un souci de ménager un peu tout le monde, de ne pas le dire. Par exemple, si je saute du 5e étage, il y a de fortes chances que ça se passe mal, quoi. Je vais pas aller dire, si quelqu'un me dit non, moi je crois que sauter du 5e étage, c'est top, bah, quelqu'un devrait lui faire de la pédagogie et lui expliquer la gravité. Mais je pense que beaucoup de fois, cet argument de la pédagogie, j'ai même écrit une tribune dans Libération avec Thibaut Grissinger, un ami chercheur, parfois c'est utilisé comme une sorte d'arme intellectuelle pour discréditer certaines hypothèses qui pourraient avoir le mérite d'être explorées, ou pour discréditer l'expérience phénoménologique, l'expérience subjective de vie d'un certain groupe de personnes. Mais il ne faut pas confondre l'utilisation d'une arme ou d'un sujet. En anglais, on dit weaponization, genre transformer en arme quelque chose, d'un point de vue paternaliste, pour justement dire vous ne savez pas, moi je sais. Donc la solution au problème que nous avons, c'est la pédagogie pour les expliquer aux couillons, pour prendre tes mots, pourquoi ils sont cons, versus une vraie pédagogie de partager la connaissance accumulée par notre espèce, parfois depuis des siècles, pour apprendre. Genre le théorème de Pythagore, si quelqu'un n'arrive pas à construire une balançoire parce qu'il sait pas comment calculer la taille de la corde pour pas qu'elle touche au sol, et je vais aller lui faire des cours de trigonométrie, bah, je pense pas que c'est un couillon, au contraire, je pense que je suis en train d'essayer de l'aider à mieux pouvoir construire sa balançoire. Mais aller dire à des gens, en fait, cette loi est bonne pour vous, et c'est juste que vous êtes pas con, vous êtes trop con pour le réaliser, et donc je vais faire avec vous de la pédagogie pour vous expliquer pourquoi cette loi que vous considérez mauvaise pour vous est bonne pour vous. Là, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Je me posais cette question un peu innocente. Est-ce que, en faisant de la vulgarisation, t'as pas peur de générer de l'illusion de connaissance au sujet des biais cognitifs? Si, bien sûr. C'est pour ça que la première page de mon bouquin, c'est un avertissement qui dit peut-être que tout ce qu'il y a dans ce livre va être prouvé faux. Et c'est souvent aussi pour ça que j'explique que mon livre n'est pas un sujet d'explication des biais cognitifs. Genre, les biais cognitifs, c'est juste le chapitre 3. Le reste du livre, c'est quels sont les contextes dans lesquels notre perception de le réel peut être altérée. Donc je parle du stress, je parle de la dissonance cognitive, je parle des groupes sociaux, je parle du raisonnement motivé, je parle de l'impuissance acquise, je parle de l'illusion de connaissance. Et souvent, quand je fais des conférences, si des personnes ont déjà assisté à mes conférences, il y a très très peu d'une partie de que peut-on faire. Genre ma partie que peut-on faire, par exemple, parfois je fais des confs de 5 heures, et ma partie de que peut-on faire, c'est genre 20 minutes. Et souvent, c'est peut-être une des critiques qu'on me fait le plus souvent quand je fais des confs, c'est mais tu nous as pas donné des clés. Et j'essaye d'expliquer que mon boulot, j'aime bien dire que c'est de l'explicitation, c'est-à-dire d'expliciter un problème, pas nécessairement de produire des solutions, parce que je pense que ça n'existe pas, des solutions rapides. Et souvent aussi, mes conférences, pour ceux qui ont assisté à mes conférences, vont assez vite et sont assez denses. C'est pas genre je vais parler 20 minutes d'un même truc sur une slide, c'est tac tac tac, parce que je veux que les personnes, on me dit c'est trop rapide, j'ai pas pu suivre tout, et je leur dis bah c'est justement le but, parce qu'à la fin de mes conférences, j'aime bien que les gens se disent oula c'est complexe, plutôt qu'ils se disent c'est bon j'ai compris le cerveau, parce que c'est pas possible de comprendre le cerveau aussi vite, c'est même pas possible de comprendre le cerveau très lentement non plus, en tout cas de le comprendre dans sa totalité. Et donc j'essaye de mettre en place des sortes de garde-fous pour justement que les personnes qui viennent à mes confs et tout ça, à la fin se posent des questions, plutôt que ne se disent on a compris comment fonctionnent les biais cognitifs. C'est pour ça aussi que j'ai dit il y a quelques minutes que j'ai autant de biais que les autres, parce que ce serait ma peur bleue de se dire on va devenir des experts en biais cognitifs et du coup ne plus en avoir.
C'est pas possible. Ok. Donc si, c'est une peur qui me traverse tout le temps. Ouais. Merci pour ça aussi. Parce que justement, c'est bien de voir que là où en fait il y a des références et il y a des codes qui sont plus rigoureux que ceux qu'on utilise nous au quotidien, il y a aussi cette, je sais pas comment dire, mais cette conscience d'être aussi faillible que les autres en fait finalement, avec plus d'expertise, c'est tout. Oui, Euh, c'est juste, c'est ça. Et puis il y a aussi ce risque de vouloir trop bien faire, et donc que ça soit limpide et clair pour tout le monde. Et du coup, des gens qui regardent une ouais. vidéo de 20 minutes et se disent on a compris la physique quantique, ça me fait très très Mm, peur. ouais. Et dans ta réponse là juste avant, tu nous évoquais la notion de réel. Est-ce que bah, tu as une proposition de définition à nous donner de ce que c'est le réel pour toi? Oui, c'est une citation de Philippe K. Dick qui dit le réel, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus. J'aime bien cette citation de Dick, je trouve qu'elle est assez élégante. Du coup, quand Ouais, quelqu'un me dit ouais. oui, mais c'est quoi le réel, etc., je sors cette citation et comme ça, je suis déchargé. Ah, eh ben, écoute, ça me va, je prends. D'autant plus qu'à titre personnel, je veux pas du tout me comparer à Philippe Cadic, donc je connaissais pas cette citation avant, mais j'avais écrit dans un coin de carnet, la dépression, c'est éteindre toutes les lumières pour savoir ce qui reste allumé. Donc c'est un peu la même idée. Bah, pourquoi pas. On peut considérer que le réel est déprimant et dans ce cas-là, les deux définitions se retrouvent. Ouais, je pense qu'une dépression va ramener de la réalité dans un système qui est devenu un petit peu hors sol au bout d'un moment. Enfin, Ou la c'est un peu la dépression, vision que j'en ai grossièrement. ça dépend de la dépression. Il y a des dépressions, au contraire, qui vont trop noircir le tableau. Par exemple, on fait des études Hmm. en perception et on a montré que, par exemple, quand on a des dépressions résistantes, on voit les couleurs avec plus ternes, avec moins de contraste. Du coup, ça altère même la perception des couleurs dans le quotidien. Ouais, dans l'idée, je parlais plutôt justement du principe de la dépression qui va jusqu'au bout, et c'est-à-dire jusqu'à sa Ouais. résolution. Ah bah ça, c'est tout un truc. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Tout à l'heure, on évoquait Daniel Kahneman, et donc bah, le livre le plus connu et le plus vulgarisateur des biais cognitifs à ce jour, c'est Système 1, Système 2, je crois. Ouais. Euh, et donc, est-ce que, bah, du coup, est-ce que tu appuies ton travail sur ce livre également, ou est-ce qu'il est dépassé? Et est-ce que tu peux nous expliquer le principe du système 1 et du système 2 de la manière dont tu le vois toi? Alors, je dirais pas qu'il est dépassé, mais je dirais pas qu'il est le seul. Donc, système 1, système 2, Kahneman propose deux systèmes de pensée, un système rapide, approximatif, heuristique, et du coup, qui a souvent des biais, et un système 2 qui vient être plus lent, plus délibéré. Par exemple, quand j'apprends à conduire, je conduis en système 2, mon pied sur l'embrayage, etc. Une fois que je sais conduire, je passe en système 1, c'est automatisé. Et donc, on appelle ça les systèmes dualistes de traitement de la pensée, du traitement d'information. Il y a toute une école de pensée là-dessus. On n'a pas de preuve encore physiologique de la présence de ce système 1, système 2 dans notre cerveau, donc c'est un peu une sorte de métaphore pour le moment. Il y a des personnes qui cherchent, des personnes qui trouvent des petits trucs parfois, mais disons que c'est pas assez probant encore. Et je trouve que c'est un bon cas théorique, c'est pas le seul que j'utilise, parce que je suis intéressé par d'autres. Il y a, je sais pas, la cognition incarnée, que notre cognition dépend aussi de l'état de notre corps, du contexte. Il y a la rationalité adaptée, adaptative, je sais pas comment on traduit, adaptative de Gerd Gigerenzer, qui considère qu'on n'a pas de biais, que les biais sont une sorte d'artefact du laboratoire et qu'on est relativement assez rationnel au final. Euh, il y a les systémiciens, il y a plein, même chez les cognitivistes, il y a plusieurs, Gigerenzer et cognitivistes d'ailleurs. Donc ça dépend, mais je dirais pas que c'est dépassé, non. Ok. Mais c'est pas, ça Oui, c'est pas non plus imposé comme un cadre théorique unifié. ouais. Encore une fois, en science, on est souvent pas d'accord. Genre Guy Renzer et Kahneman se font la guerre depuis 30-40 ans maintenant. Et les gens disent, ouais, même vous, les scientifiques, vous n'êtes pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur 99% de comment fonctionne le cerveau, les neurones, les synapses, les neurotransmetteurs, etc., etc. Ils sont en désaccord sur une sorte de technicalité qui va paraître hyper importante parce qu'il publie beaucoup et il y a des lettres qui sont écrites, puis réécrites, puis des arguments et contre-arguments, etc. Mais c'est ça qui rend le truc intéressant. Et on n'a pas encore une réponse stabilisée d'un modèle théorique unifié de la cognition humaine. Et on est encore assez loin d'ailleurs de l'avoir. Donc. Ce que tu évoques, c'est là où la science et le rap se ressemblent finalement. Ouais, c'est ça. West Coast et Il y a East des Coast. clashs de scientifiques. Ouais. Bah, il y a pas mal de clashs de scientifiques et certains sont vraiment assez fascinants. Hein.
Je me posais aussi cette question, du coup, je me disais, parce que dans la chronologie, dans l'exemple que tu évoquais, en fait, en conduisant, effectivement, on a besoin de son système 2 pour apprendre à conduire et pour rendre naturel des gestes qui deviendront automatiques ensuite Ouais. et qui passeront dans le système 1 et on pourra être en automatique sur ces façons de faire là. Ouais, Mais mais si on est peut-être perdu, on qu'au bout d'un rebascule en moment, système 2. oui, mais je me demande dans quelle mesure la chronologie peut pas être inversée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, notre système 2, il se base quand même sur ce que le système 1 a appris d'automatique. Et donc Ouais. je me demandais dans ce cas-là si on pouvait pas faire... Alors j'ai pas envie, je me sens pas l'âme de bousculer toute la théorie, mais je me demandais si c'était pas plus un système 1 bis du coup, parce qu'il y a un effet de l'un sur Non, l'autre. on appelle ça des boucles de rétrocontrôle, en fait. C'est-à-dire, il y a comme une flèche qui va du système 1 au système 2, du système 2 au système 1, du système 1 au système 2, du système 2 au système 1, du système 1 au système 2. Et la majorité Ok. du fonctionnement du cerveau, c'est par ces principes de boucle de rétrocontrôle. Par exemple, je sais pas, ma fille a 1 an et quelques semaines, elle essaye d'apprendre à marcher, elle essaye de marcher, elle va apprendre heuristiquement. Son cerveau fait pas des calculs précis, il essaye. Et, par exemple, elle tombe et ça va faire un boucle de rétrocontrôle et son cerveau va bouger son pied de quelques millimètres, puis bouger son bassin de quelques millimètres, etc., jusqu'à ce que ça fonctionne relativement bien et c'est par itération qu'on apprend. C'est la même chose quand elle a commencé à essayer de mettre la cuillère dans la bouche, alors elle faisait partout, et petit à petit, il y a ces boucles de rétrocontrôle, et elle y arrive, et ça va s'automatiser, et parfois elle va devoir se reconcentrer, parce que c'est une cuillère qu'elle ne connaît pas, etc. Mais c'est la majorité du fonctionnement du cerveau fonctionne sur ces principes de boucle de rétrocontrôle. Ok, ouais, c'est super intéressant et du coup il y a le mot aussi d'heuristique qu'on peut amener Oui, dans c'est le les jargon. approximations, ce que je disais. Ouais. C'est une solution approximative qui marche relativement bien. Et quand elle marche pas top, bah, c'est un biais. Ok. J'ai une question peut-être plus personnelle pour toi. Hmm. En fait, si je résume ça à ma manière, tu arrives à être calme en constatant le vide autour de toi. Tu acceptes de douter. Et tu constates le peu de crédit que tu peux accorder à ce sur quoi tu appuies tes raisonnements. Ça n'a pas l'air d'être un problème pour toi de consacrer ta carrière à la découverte de choses qui seront invalidées par la suite. Et je pense que beaucoup de personnes paniquent face à ce vide et je me demande comment tu nous expliquerais à ta façon, comment tu prends plaisir à ces incertitudes cumulées et qui s'annulent, qui se Parce que je suis stimulent les unes fasciné. les autres. Déjà, je pense pas que les gens seraient en panique. Je pense que moi, je pourrais être en panique aussi, parfois. On n'est pas tout le temps calme, mais encore une fois, on n'a pas de compétences surhumaines. Avant de faire l'émission, tu m'as demandé si je me considérais, genre, dans les surdouances et tout ça, et je t'ai dit, je me considère comme quelqu'un de moyen. Et je pense que la moyenne, c'est un endroit très, très rassurant. Plus de personnes devraient l'essayer. Euh, et, euh, et comment je fais? C'est parce que je suis pas attaché à la découverte, je suis attaché au sujet. Genre, je trouve que le cerveau est fascinant. Et donc, pour moi, quand je découvre une nouvelle chose, ça m'excite. Genre, je suis content. Parce que si je me trompe, c'est que j'avance. Et peut-être que aussi, moi, personnellement, je joue à pas mal de jeux vidéo. Et j'aime bien les jeux vidéo difficiles. On va dire ça comme ça, pour pas rentrer dans la technicalité des jeux vidéo. Et du coup, je peux jouer des jeux vidéo où pour passer à un niveau, il faut genre mourir dans le jeu, hein, 100, 200, 300, 400 fois, parce qu'à chaque fois, je vais apprendre un nouveau truc. Et du coup, évidemment, si je me trompe dans une conversation, je suis pas content, hein, mais ça ne me dérange pas de me tromper d'un point de vue formel dans une recherche pour comprendre quelque chose, parce que c'est en fait, on nous apprend à la fac presque très tôt que on s'appelle chercheur, pas trouveur, quoi. On passe plus de temps à chercher qu'à trouver. Et du coup, évidemment qu'on va se tromper. Et quand on se trompe, c'est qu'on avance. Donc, après, si demain on découvre qu'on s'est trompé sur le fonctionnement d'un neurone et sur les synapses, je pense que ça me mettrait en panique. Mais encore une fois, on est en train de se tromper sur des trucs très... Genre sur la falaise de la connaissance. Si on dit que la connaissance est une sorte de truc qui s'élargit, bah, quand on est sur la frontière et qu'on se trompe, bah, c'est normal, on va faire un peu marche arrière et prendre un autre chemin. Mais si on se trompe on découvre qu'on s'est trompé, genre, de la base, que genre, le raisonnement, en fait, il est dans le coude, bah, ça va me mettre en panique si demain quelqu'un prouve que le raisonnement, il est dans le coude et pas dans le cerveau. Si, je me mettrais pas mal, ouais. Ok. J'en reviens un petit peu justement, tu évoquais juste avant les étiquettes qui font partie des centres de préoccupation de cette chaîne YouTube. On a reçu des invités concernant la douance, l'autisme, l'hypersensibilité notamment. Il y a une espèce de flou artistique entre ces étiquettes qui à des moments se ressemblent, à des moments
se différencie. Les contours sont pas très nets. Pour l'autisme, qui paraît être ce qu'il y a de plus scientifiquement accompagné et étayé, eh bien, il y a la notion de spectre qui rajoute un petit peu de flou quant aux frontières. Et en fait, ce principe d'étiquetage en lui-même, quel danger et quels avantages ça a pour toi d'avoir des diagnostics à poser sur des situations? Alors, les dangers, c'est de se tromper d'étiquette, tout simplement. D'étiqueter quelque chose avec un truc où l'étiquette n'est pas la bonne, ce qui serait pas top. Ce qui L'avantage, c'est arrive. oui, bien sûr que ça arrive. Par exemple, je vais pas me prétendre expert sur ce sujet, mais je m'y connais un peu parce que je suis psychologue et je fais de la thérapie. Par exemple, l'un des trucs les plus surdiagnostiqués au monde, c'est la surdouance, surtout maintenant, parce que c'est aussi un business très juteux. Mais et Oui, aussi, bien c'est un sûr. récit. On parlait des récits. C'est un récit très attractif de dire à quelqu'un qui est en souffrance, en fait, tu souffres parce que tu es trop intelligent et les autres sont juste trop bêtes pour te comprendre. C'est infiniment plus flatteur que de dire à quelqu'un tu souffres parce que tu es trop bête, par exemple, ou tu souffres parce que c'est dur, la vie, ou tu souffres, etc. Donc ce récit de... Alors que dans les recherches, on remarque que dans la majorité écrasante des cas, quelqu'un qui est surdoué, c'est un facteur de protection, rarement un facteur de souffrance. Mais bon, c'est pas mon sujet, donc je vais pas m'y pencher dessus. Et si on revient à la question initiale, d'un point de vue formel, moi ça m'intéresse le modèle. On a quelque chose dans le monde réel qui s'appelle la problématique dimensionnelle. C'est que justement, une grande partie des choses dans la vie sont sur un continuum, un spectre. Par exemple, le spectre le plus connu est sans doute le spectre de lumière. Le spectre de la lumière, c'est les couleurs. Et du coup, je sais pas ce que j'ai à côté de moi. Par exemple, si je prends cette couverture, et ou celle-ci, c'est bien. Genre là, il y a... C'est quelle couleur? Voilà, du bleu, du bleu. Mais tout ça, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est du bleu, alors que clairement, c'est pas la même couleur. Genre là, c'est plus clair, là, c'est plus foncé avec la lumière et les reflets. Mais on appelle ça bleu. Alors que les couleurs, c'est un spectre. Il n'y a pas un endroit où le rouge devient orange, où l'orange devient jaune, le jaune devient blanc, où le bleu devient vert, ou le vert. Du coup, cette problématique dimensionnelle, que les choses sont sur un spectre, c'est très difficile de fonctionner dans le monde si on veut vraiment être fidèle au spectre. Par exemple, si je veux te dire j'aime bien ton pull, il faut que je puisse le mentionner. Et c'est quoi les couleurs? C'est des longueurs d'onde. Et je pourrais les formaliser en chiffres. Donc, te dire j'aime bien ton pull 433, mais mon pantalon, par exemple, là, qui est presque la même couleur que ton pull, c'est du 436. Ça va être très compliqué de discuter ensemble. Et du coup, la problématique dimensionnelle, on a proposé une solution qui s'appelle la solution catégorielle. On va catégoriser, on va mettre des étiquettes, et on va dire que dans ce spectre, on va le découper et dire ça c'est le bleu, ça c'est le vert. Et du coup, c'est pas grave si tu dis que ça c'est du bleu et que ton pull est bleu et que mon pantalon est bleu, alors que clairement ils sont pas de la même couleur, mais on va dire que c'est du bleu pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Après, il y a certains métiers qui ont besoin de pouvoir faire la différence entre ce bleu et ce bleu. Et du coup, par exemple, si vous êtes graphiste, ils utilisent ces codes. C'est important pour eux, mais dans notre vie quotidienne, genre ça c'est du vert, et on va juste dire que c'est du vert, et peut-être que c'est ça sur mon pull, genre là c'est du vert aussi, et ça va juste être plus simple. Donc l'avantage des étiquettes, c'est de pouvoir rendre le monde fonctionnel. Le désavantage, c'est qu'imagine les couleurs, et on va mettre la même étiquette pour le bleu, le vert et l'orange. On va appeler ça par exemple du bleu. Là on perd la richesse du spectre. Donc l'avantage, c'est qu'on peut parler des choses. Le désavantage, c'est que avec certains mauvais découpages du réel, on peut soit faire des catégories qui soient trop fourre-tout, soit des catégories qui sont hyper précises, et du coup, ça devient inopérationnel. Je dirais ça comme ça. Ouais, super. Merci beaucoup. Bah, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent au fur et à mesure de tes prises de parole. Et là, notamment, j'en ai deux. Ouais. J'avais derrière la tête aussi la question de dire à des moments, il est possible que l'annonce d'un diagnostic, même s'il est exact, aggrave la situation pour la personne qui se sait appartenir à l'étiquette en question. Ça, c'était ma première remarque, question. Enfin, tu vois, c'était te dire qu'est-ce que tu penses cet aspect-là déjà. À la fois que je donne un cours, d'entretien clinique, comment faire des entretiens cliniques. Et le dernier cours, c'est quand la thérapie peut être iatrogène. Iatrogène, c'est-à-dire causer du souci. Genre faire plus de mal que de bien, parce qu'on peut aller mal, on peut... Et justement, il y a toute une partie du cours sur l'annonce du diagnostic. Déjà, est-ce qu'il faut partager le diagnostic? Est-ce que c'est utile de dire à la personne c'est quoi l'étiquette? Parce que moi, pourquoi est-ce que c'est utile en psychologie des étiquettes? Principalement, c'est pour la recherche, pour que je puisse mettre en commun la connaissance de tout le monde. Si quelqu'un découvre quelque chose qui marche sur les personnes qui ont un set de symptômes, bah, on va pas à chaque fois répéter les set de symptômes, on va dire ça s'appelle genre la dépression, ça s'appelle
une phobie gagner. Comme ça, on peut mettre en commun la connaissance, parce que la connaissance fonctionne beaucoup mieux quand on la met en commun et pas chacun est en train d'essayer de réinventer la roue chacun dans son coin. Mais justement, parfois, partager le diagnostic pourrait être pire. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique qui est supposé accompagner l'annonce d'un diagnostic si on considère que l'annonce du diagnostic est justifiée. Moi, parfois, je vais décider, parce que c'est pour ça que je suis formé, de peut-être pas partager un diagnostic. Évidemment, si quelqu'un me demande, genre, tu penses que j'ai quoi? Et j'ai une idée, je suis obligé de lui dire, parce que je vais pas cacher à quelqu'un ce que je pense d'elle. C'est elle la personne, et il faut pas être dans une infantilisation, dans un travail thérapeutique. Dire non, je peux pas te dire parce que ça va te faire. Mais parfois, je vais pas particulièrement leur dire de le dire si la personne ne demande pas et si je pense que ça peut faire plus de mal que de bien. Et parfois, je vais même challenger des étiquettes, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir avec leur étiquette, qui viennent me voir et me dire je suis hypersensible. Et je vais peut-être parfois leur expliquer que peut-être pas, quoi. Ou qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette étiquette? Parce qu'au final, ce que tu disais au début, c'est très différent une étiquette de quelqu'un qui a vu une vidéo, qui a lu un livre, et une étiquette si moi je suis formé professionnellement avec 12 ans d'études. Donc dans ma tête, il y a des critères diagnostiques. Quelqu'un qui vient et qui me dit je suis surdoué, bah pour moi ça veut dire peut-être quelque chose de très 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 différent que pour elle. Oui, Et donc bien c'est sûr. important déjà qu'on soit sûr que le mot veut dire la même chose pour nous deux. Mais donc oui, parfois c'est mal vécu quand je vais challenger une étiquette d'une personne qui pense que cette étiquette lui convient. Mais si on veut faire un travail thérapeutique, parfois je vais estimer que c'est important de faire ce travail. Ok, super. Donc c'est là où tu as besoin en fait d'avoir le B838 que tu citais tout à l'heure en fait. Exactement. Mais c'est là aussi où on a besoin d'une formation parfois formelle pour comprendre quelque chose. Évidemment, on peut apprendre plein de trucs sur le tas ou personnellement, mais aussi, je sais pas, quelqu'un qui fait des études de 10 ans en ingénierie ou en architecture a quand même plus de chances de mieux bien construire mon appart que quelqu'un qui me dit j'ai appris à construire des apparts seul. Ça veut pas dire que la personne qui a appris seule ne peut pas le faire, mais on est en train de délibérer en probabilité. Il y a plus de probabilité que la personne qui a appris formellement sache le faire mieux que quelqu'un qui l'a pas fait. Ma deuxième question qui me venait tout à l'heure sur ta réponse, tu as évoqué le fait de considérer la douance comme un mode de protection et tu m'as dit c'est pas mon sujet. Alors est-ce que c'était parce que c'était ma question ou est-ce que c'est parce que t'as pas envie de prendre la parole sur ce sujet-là de cette façon? Parce que moi ça m'intéresse. J'ai pas envie de prendre la parole sur ce sujet de cette façon. Ok, ça Mais c'est pas marche. mon Bon. sujet. Après, évidemment, si quelqu'un vient me voir dans une relation thérapeutique, genre j'ai lu les articles, je connais Ouais, la j'entends. littérature, etc., mais en parler publiquement sur un sujet tellement Ok. chargé, où il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de bullshit, beaucoup beaucoup d'argent, plus que tu pourrais imaginer. Il faut savoir choisir ses combats. Et moi, personnellement, c'est pas un combat qui particulièrement me stimule, on va dire. Mais déjà, Ok. j'ai un gros problème avec le récit d'aller dire à des gens, vous souffrez parce que vous êtes trop intelligent. Genre, déjà, le concept. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et vu que c'est l'étiquette qu'on a collée sur mon front, en fait, si tu veux, justement, dans les trois étapes que j'évoquais, la plus importante pour moi, c'est celle que j'ai baptisée numéro 3. Alors, je fais ça dans mon petit coin, hein, évidemment, j'ai pas une influence de malade, mais simplement, l'étape numéro 3, c'est comment on retourne, ou on va enfin à son humanité, et on rejoint le groupe, et on reste pas coincé dans l'étiquette en question. Parce que cette étiquette-là, aujourd'hui, si toi, en direct, là, aujourd'hui, ou à titre privé, tu détruisais mon étiquette, a priori, j'en ai plus besoin. Ouais, Je sais que ça a été ouais, mais moi, important à un moment donné, Hmm. et que donc, du coup, j'aime bien apporter cette troisième étape en disant, bah, ça y est, on peut, maintenant que le collectif a fait un pas vers nous, d'une certaine façon, puisqu'il a prévu une case qui nous correspond à nous qui pensions ne pas en avoir, un sorte de truc comme ça, et bien maintenant c'est possible pour nous de faire un pas vers l'ensemble et de plus avoir besoin de cette étiquette-là pour exister d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? Après, parfois, les étiquettes sont très bien. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, et ce qui n'était pas du tout connu quand j'ai fait ma thèse, on est en genre presque 15 ans maintenant, j'étais en 2007. C'est des personnes qui souffrent de la prise de parole en public, etc. Et souvent, leur famille leur disait, en fait, tu es juste timide, genre, fais un effort, etc., etc. Et quand on leur disait, non, c'est un truc qui existe, qui s'appelle une phobie sociale, une anxiété sociale, c'était un soulagement énorme. Donc, tout dépend du récit, on va faire cette notion de récit qu'il y a autour de, et comment on apporte
cette étiquette. Quelqu'un qui est en errance Ouais. médicale et qu'on lui dit on sait comment ça s'appelle et ça a un nom, versus quelqu'un qui peut être en errance, on lui dit on sait que c'est quoi et ça a un nom, et qu'est-ce qu'on dit après ça? Et du coup, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux relations aux autres, etc., etc. Donc c'est juste qu'il faut les manier avec précaution. Ouais, bien sûr. Et bah, c'est intéressant aussi ce côté-là, le sujet de cette thèse-là. Alors j'imagine justement comme c'est une thèse, c'est pas résumable en quelques mots, mais je me dis qu'il y a, dans une partie des gens qui nous écoutent, sans doute des gens qui sont concernés par, alors non pas à proprement parler l'étiquette phobie sociale, Non, mais mais l'anxiété une sociale, difficulté. bah, c'est un continuum, hein. Tout est un continuum. Je peux être pas du tout anxieux Ouais, social, un peu, beaucoup, etc. Et effectivement, à un moment, ça peut exactement. basculer dans ce qu'on appelle la pathologie. Mais oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et c'était un des trucs qu'on faisait pendant ma thèse, c'est qu'on a remarqué que c'était quelque chose qui est beaucoup plus prévalent que ce qu'on croyait. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet sur lequel tu continues de travailler? Et dans le sens où je me dis, ce serait peut-être intéressant d'y revenir, post-confinement au pluriel? Alors, j'ai Je sais publié pas pas. mal d'articles de recherche sur le sujet, mais là, non, ça fait presque une dizaine d'années que j'ai pas publié sur le sujet, mais je continue à travailler d'un point de vue thérapeutique, parce que c'est quand même Ouais, une de mes spécialités, en fait, OK. le traitement de l'anxiété sociale. J'avais prévu de te poser une question là-dessus, qui arrivait plus tard, mais vu qu'on l'aborde maintenant, simplement te dire, bah, j'avais cette envie que tu nous en parles justement de ce que ça revêt pour toi, de ce que tu as découvert, des choses qui sont peu connues, qui sont méconnues et qui sont peut-être simples à Alors moi, vulgariser, c'était l'évitement du pour regard. En gros, j'ai montré que quand on a une anxiété sociale, on regarde pas les visages des autres de la même manière et qu'on attribue au regard des autres un jugement négatif. En gros, dans notre cognition ouais, sociale, on a trois ordres de pensée. On a ce qu'on appelle les pensées du premier ordre, qu'est-ce que je pense de moi? Mes pensées du second ordre, qu'est-ce que je pense des autres? Et mes pensées du troisième ordre, qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Et dans l'anxiété sociale, ces pensées du troisième ordre me font penser que je pense que les autres pensent que je suis nul, qu'on m'aime pas, que je suis jugé négativement, et j'ai montré que le regard, comment on me regarde, parce que j'ai jamais accès à ce que tu te dis. Si je suis anxieux social, je me dis que comment tu me regardes, tu es en train de te dire que tu aurais pas dû m'inviter, et je vais peut-être avoir mon cœur qui s'accélère, etc., etc. Et du coup, j'ai travaillé sur l'évitement oculaire dans la phobie sociale, et qu'est-ce que ça fait au niveau de la cognition, de ce biais cognitif, parce que c'est comme ça que je suis rentré un peu dans les biais cognitifs. Dans ce OK. cas-là, c'est des biais d'interprétation, de projection. On va attribuer, on va stabiliser l'ambiguïté du regard de quelqu'un sur un registre de on me juge négativement. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, fait partie de plusieurs étiquettes aussi, qui incluent ça? Je pense à l'autisme, là, notamment. Alors dans l'autisme, il y a une modulation du regard, mais c'est pas du tout, et de la manière dont on regarde les visages, mais c'est pas du tout la même chose que dans l'anxiété sociale. D'accord, très bien. Mais il y a une Je composante vais oculaire dans l'autisme, absolument. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vois que, tu vois, je suis aux portes de quelque chose qui pourrait être passionnant, mais il faudrait un entretien entier pour te cuisiner là-dessus. Par contre, si tu veux une anecdote, les humains font partie des rares animaux qui peuvent se regarder les yeux dans les yeux. Genre, tu vas jamais trouver, par exemple, deux chiens qui se regardent les yeux dans les yeux. Un va Ah ouais? automatiquement dévier son regard. Un chien et un chat peuvent se regarder les yeux dans les yeux, mais deux chiens peuvent pas, deux chats peuvent pas, deux oiseaux peuvent pas. Très peu d'animaux peuvent avoir un contact oculaire direct. Bah, les oiseaux, en plus, c'est compliqué au niveau de là où leurs yeux sont situés. En tout cas, les mammifères, il y a très très peu de mammifères qui peuvent le faire. Ok. Deux éléphants, deux Ah ouais, girafes, en général. étonnant. Ouais. Ah ouais, ok. Intéressant. C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.